Bienvenue dans votre santé comme chaque jeudi. Avons-nous tendance à lever le coude un petit peu trop facilement? Le mois de janvier, ça a été l'occasion pour certains d'entre nous de faire le point sur notre consommation d'alcool en participant au Dry January. C'est une opération de mois sans alcool qui n'a rien d'officiel. On va en parler avec vous, le docteur Catherine de Rocher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'unité d'addictologie au centre hospitalier de Cannes. Oui. On va regarder ensemble un chiffre que vous connaissez bien. Ce chiffre, c'est 23%. 23% des adultes en France qui consomment trop d'alcool, selon les chiffres des autorités sanitaires. Question toute simple d'abord, c'est quoi consommer trop d'alcool? Alors, trop d'alcool, on a donc justement par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé des normes de consommation qui sont à ramener à diverses semaines. Il va falloir expliquer aux personnes divers qu'est-ce que sont ces divers, mais par exemple dans une bouteille de vin de 75 centilitres, il y a 7 verres. Et lorsqu'on consomme plus de 10 verres par semaine, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser 2 verres par jour et pas tous les jours, on est sur une consommation dite non toxique. À partir au-dessus de ça, on a des risques pour la santé. Est-ce que ce chiffre est le même, 10 verres par semaine pour les hommes et pour les femmes? Oui, tout à fait. Ça a été, il y a quelques années, effectivement, c'était un petit peu différent. Les hommes avaient une tolérance un peu plus, officiellement élevée, mais en fait maintenant, c'est homme ou femme, c'est identique. Est-ce qu'il y a une différence entre consommer 10 verres répartis sur la semaine et consommer 10 verres en 2 fois, en une fois? Oui, effectivement, si on consomme plus de 2 verres à la fois, il y a un risque de toxicité. À Donc, partir de 2 verres, l'alcool est oui, toxique. oui, 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 tout à fait. La toxicité, elle va, si on ne peut pas se dire, je bois 10 verres en une seule fois le week-end, par exemple, parce que là, la toxicité va être plus d'ordre neurologique, avec des troubles de la mémoire ou des troubles de la concentration. Enfin, il va y avoir plus une atteinte neurologique, finalement, qu'une atteinte globale sur le corps en général. Alors on parlait du Dry January, donc c'est un mois sans alcool, hein, ça vient des pays anglo-saxons à la base. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'occasion de faire le point, effectivement, sur sa consommation d'alcool. Alors, c'est peut-être pas d'arrêter complètement la consommation d'alcool, mais c'est de voir si on est capable d'avoir une consommation dite non toxique ou de maîtriser sa consommation d'alcool. Donc ça sert à ça finalement, c'est à se dire, est-ce que je suis capable C'est ça. de rester Oui, plusieurs semaines, un tout à mois fait. sans boire d'alcool? Voilà. Voilà. Euh, Est-ce que les autorités sanitaires, parce que c'est pas du tout le Dry January une opération officielle, c'est pas du tout une campagne des autorités sanitaires, Non. est-ce que ça devrait pas être le cas? Alors, c'est effectivement, c'est un petit peu, je dirais, presque une aberration. Parce qu'autant, il y a cette campagne qui est menée par Santé publique France sur le mois sans tabac, donc comme vous savez, au mois de novembre. Et sur l'alcool, il n'y a pas la même chose. Donc on se questionne, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette aide de l'État? Donc il y a quand même une partie de cette culture française où l'alcool fait partie de notre culture et certains même groupes d'alcooliers vont être contre cette campagne en disant on est hygiéniste en voulant, attention, pas à boire le bon vin. Et aussi peut-être les lobbies qui sont là en train de peut-être mettre un petit peu leur opinion, La pression de décision. l'industrie Peut-être, de la l'alcool. pression des alcooliers en France, des viticulteurs. Alors, un Peut-être. mois sans alcool pour s'interroger sur sa consommation, très bien, mais est-ce que c'est un bénéfice pour la santé d'arrêter complètement pendant un mois? Alors c'est un bénéfice immédiat, parce que bien sûr, lorsqu'il y a une consommation d'alcool, on va avoir peut-être un sommeil moins bon, on va être plus fatigué, du coup, on sera plus... On peut aussi... Enfin, l'alcool, c'est des sucres cachés, donc il y a aussi un bénéfice au niveau de du poids. Mais principalement, c'est une récupération, une disparition d'une fatigue. Alors, on sait aussi qu'il y a des disparités selon les régions. Est-ce qu'on a des gros consommateurs d'alcool dans le sud de la France? Alors, on est dans la moyenne. Je pense qu'on est dans la moyenne. Et comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a entre 23 et 25% des personnes qui sont en consommation excessive. Euh, Vous avez mené, je crois, une expérience aux urgences de Cannes pour essayer d'évaluer justement Oui, oui, oui. des consommations d'alcool excessif. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors en fait, c'était une enquête que nous avons interrogé 500 personnes, donc entre le mois de mars et le mois de juin 2021. Et quel que soit le motif d'admission aux urgences, on interrogeait les personnes sur leur consommation d'alcool. Et donc il s'est avéré effectivement que, surtout lorsqu'ils venaient pour pas forcément en lien, un problème de santé non en lien avec l'alcool, ils étaient en consommation excessive d'alcool. Et donc on a retrouvé 25% des patients présents aux urgences en consommation excessive d'alcool. Une personne sur quatre? Oui. Ça paraît énorme. Vous, ce chiffre, il vous surprend ou pas tant que ça? Ça ne nous surprend pas parce que on le sait, dans les études de Santé publique France, c'est ce qui est retrouvé au niveau de la France.
Quand les personnes arrivent en consultation d'addictologie chez vous pour un problème d'alcool, en général c'est un problème aigu, c'est-à-dire qu'elles viennent à un moment où c'est déjà un peu tard. Est-ce qu'il faudrait consulter plus tôt parfois? Souvent, effectivement, les personnes qui arrivent à la consultation d'addictologie, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait un certain parcours de vie avec l'alcool, et c'est au moment où ça commence à vraiment leur poser problème, que ce soit au niveau travail, famille, parfois justice. C'est plutôt rare quand les personnes viennent faire le point avant d'être en difficulté. Quel est le profil des gens qui consultent pour des problèmes d'alcool? Alors, il n'y a pas vraiment de profil, mais dans la file active, on peut dire ça comme ça, des patients suivis en addictologie, il y a plutôt une moyenne d'âge entre 40 et 50 ans. Plutôt hommes, femmes? Un peu plus d'hommes que de femmes. Un peu plus d'hommes que de femmes, oui. Et quelle est la tendance? Est-ce que vous diriez que ce sont des personnes qui ont une consommation au départ festive, qui consomment de l'alcool seul? Quel est le type de consommation Alors, il n'y a pas de type de consommation. Lorsque la consommation pose problème, c'est que finalement les personnes retrouvent de l'aide dans l'alcool, hein. Souvent, c'est la gestion du stress. Et puis, l'alcool, c'est aussi des rituels et des habitudes, mais c'est aussi surtout un produit qui est psychoactif, c'est-à-dire qui modifie la perception de la réalité. Et lorsqu'on ne se sent pas bien, on va avoir tendance à consommer de l'alcool. Mais lorsque l'alcool s'élimine, c'est-à-dire assez rapidement, on va se retrouver moins bien qu'avant au niveau psychologique, par exemple. Mais c'est aussi un cercle vicieux. Est-ce que vous qui êtes addictologue, vous arrivez à identifier à quel moment dans un parcours de vie, souvent, les personnes basculent? C'est-à-dire à quel moment une consommation d'alcool devient anormale, problématique, toxique? C'est surtout l'histoire de vie qui explique. Lorsque le patient est là et qu'il explique sa vie, on voit très bien à quel moment ou comment ça a débuté. Donc c'est souvent quelque chose qui est ancien. Est-ce que vous voyez plus de consultations qu'avant la crise sanitaire ou pas? Non, 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 il n'y a pas plus de consommation, pas plus de consultation. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement inciter à ne plus boire du tout, de façon générale? C'est une vraie question. Alors, je ne suis pas très sûre que beaucoup de monde serait d'accord avec ce que vous dites, parce que l'alcool, on a donc cette possibilité d'avoir une consommation dite non toxique, et surtout, ben, c'est quand même la fête, hein, de faire de l'alcool, sauf qu'il y a quand même effectivement d'informer plus sur les risques liés à la consommation d'alcool excessive. À quel moment on s'inquiète? C'est-à-dire qu'à quel moment on doit se dire que là, on est peut-être dans l'excès? Où est-ce qu'on place la limite? Parce que finalement, effectivement, quand l'alcool fait partie de la vie au restaurant, le soir, etc., avec des amis, quand il y a cet aspect de convivialité, à quel moment il faut s'alarmer, il faut placer la limite? En fait, je pense qu'il faut s'alarmer lorsqu'on n'a plus la possibilité on a perdu la liberté de ne pas consommer. Hein, surtout on se dit, bon voilà, ce soir je ne bois pas, ou je ne boirai pas plus de 2 verres, et au final, on n'arrive pas à contrôler. Donc en fait, là, on peut avoir cette difficulté lorsqu'on voit qu'on a perdu le contrôle. Et c'est même pas forcément parfois une question de quantité. Hein, bien sûr, il y a la question de la quantité qui va entraîner des risques toxiques, mais parfois on se dit, bah, je ne veux pas boire, mais même avec 2 verres, je ne peux pas ne pas boire. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Comment on aide les alcoolodépendants? Quelle aide on leur apporte? Alors, on ne peut pas dire alcoolodépendant. C'est quel que soit le produit, en fait, au final, les addictions vont être prises en charge dans le cadre un peu pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a le côté médical, bien évidemment, mais il y a surtout le côté psychologique. Et l'accompagnement en addictologie, c'est le psychologue. Je pense qu'arriver à amener les personnes en difficulté avec des produits ou des comportements addictifs, c'est amener à réfléchir sur soi et qu'est-ce qui fait on s'est retrouvé en difficulté. Mais parfois, c'est compliqué. Donc, il y a la première étape médicale où on va aider la personne à réduire les consommations avec ou sans traitement ou hospitalisation. Comment on aide justement la personne concrètement à réduire sa consommation? Alors, il peut y avoir certains traitements, mais il n'y a pas de traitement qui va être révolutionnaire et qui va permettre à la personne de contrôler sa consommation. C'est justement qu'est-ce qui fait que la personne consomme, pourquoi elle consomme. Il y avait le fameux baclofène, on en a beaucoup parlé. Oui, voilà, c'est un des traitements qui peut avoir une certaine efficacité et qui va aider la personne à réduire son envie d'alcool. Mais quand on sait que l'alcool, ça sert à quelque chose pour la personne, c'est pas le traitement de baclofène, par exemple, qui va remplacer, hein, c'est d'accompagner dans la réduction, oui, pourquoi pas, mais aussi après d'être accompagné au niveau psychologique pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette difficulté. Et comment aussi ne pas replonger sur le long terme? Vous avez des patients qui reviennent vous voir
après plusieurs mois, peut-être plusieurs années? Est-ce qu'il y a des patients qui replongent? Oui, oui, oui. Lorsque les personnes sont dépendantes d'un produit, c'est vrai que la reconsommation, parfois, réactive tout le circuit qui a été mis en place lors des consommations. Et donc, on explique toujours le risque de rechute en leur proposant de... Alors, il y a des sessions de prévention de la rechute. Merci beaucoup, Docteur Catherine de Rocher, d'être venue nous parler de cela sur le plateau de Bonsoir la Côte d'Azur. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité d'addictologie au centre hospitalier de Cannes. Et demain, quant à moi, je vous donne rendez-vous puisqu'on sera vendredi pour Top Sortie, comme chaque semaine. Et cette fois, ce vendredi, je recevrai Muriel Mayette-Holz, qui est directrice, bien entendu, des Théâtres National de Nice.